tout le monde et bienvenue dans les pros de l'IMO. Tout d'abord, je tiens à exprimer, au nom de toutes les personnes ici présentes, nos plus sincères condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des proches lors de la tragédie du vendredi 8 septembre. Nous tenons également à souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés, les survivants, blessés autant physiquement que psychiquement, mais ainsi à tous nos compatriotes qui ont été touchés par cette tragédie et qui ont milité activement en vue de faire parvenir leur aide aux survivants, chacun en fonction de ses moyens, riches et pauvres, personnes lointaines au nord du Maroc ou à l'est, mais également les personnes proches de la tragédie, du tremblement de terre que l'on a tous connu à différents degrés. Cela étant dit, aujourd'hui il est temps d'aborder ce qui s'est passé et ce qui devra être mis en place à l'avenir d'un point de vue technique et scientifique, non pas pour éviter littéralement une nouvelle tragédie, mais au moins pour permettre de mettre en place des systèmes qui réduiront éventuellement les dégâts en cas d'une réitération de la même tragédie ou d'une tragédie de la même ampleur. Alors pour ce faire, on a le plaisir d'avoir avec nous un éminent spécialiste, M. Mohamed Jamal Bennouna. Bonjour. Bonjour, c'est Rachid, merci. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, surtout connaissant votre agenda qui doit être extrêmement chargé, parce que vous êtes un ingénieur en bâtiment, mais également un expert international en gestion du risque. Et donc votre expertise est extrêmement précieuse durant les derniers jours, mais également à l'avenir lorsqu'il s'agira de reconstruire ce qui a été détruit sur de nouvelles bases scientifiques et techniques. Oui, effectivement, la question aujourd'hui, bien sûr, qui se pose, c'est pas uniquement ce qui se passe aujourd'hui, c'est de voir justement l'avenir. Et je pense cet avenir, aujourd'hui, il faut le construire sur des bases qui soient solides, d'être modeste et aussi d'être honnête. Quand je dis être modeste, de dire que nous avons eu des expériences ici au Maroc, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres pays qui ont eu des expériences, notamment après les différents séismes. Je prends le cas notamment du dernier, celui de la Turquie. L'Algérie, on a eu, le Mexique, les États-Unis même, l'Iran, le Japon, l'Iran. Donc il y a eu pas mal quand même de séismes dans le monde. L'honnêteté de dire oui, nous avons commis des fautes. Nous avons peut-être mal analysé certaines choses. Mal évaluer certains risques. Oui, vous savez, je pense qu'une catastrophe est là aussi un côté positif dans le sens où elle va nous montrer notamment nos défaillances. C'est comme si quelqu'un est en train de dormir et vous lui retirez tout simplement la couverture. Et c'est là, en fin de compte, on voit notre corps, notre visage et en fin de compte, les fautes qu'on a commises. Donc, je pense qu'il est très, très important aujourd'hui. C'est vrai qu'on est en train maintenant de pleurer nos morts, essayer d'apporter des secours. Tout ça va passer un jour. Mais ce qui est très important maintenant, c'est de penser comment notamment ne pas refaire la même erreur. Et d'ailleurs, je vais donner une citation de Nietzsche, en tant que philosophe allemand, qui avait dit « L'éducation de l'homme est faite par ses erreurs ». Moi, je dirais que l'erreur n'est erreur que lorsqu'elle se répète. Et on n'a plus maintenant le droit de commettre notamment des erreurs qui étaient commises dans le passé. Et on doit maintenant reconstruire le Maroc sur des bases qui soient sûres, de donner notamment des logements qui soient confortables, de mettre en place des infrastructures notamment pour désenclaver aussi les villages. Et je le dis parce que le plus grand problème que nous avons eu dernièrement, c'est qu'il y avait des villages qui étaient inaccessibles. Et quand on dit inaccessible, c'est comme si vous avez par exemple une route qui est complètement un embouteillage et l'ambulance ne peut pas passer. C'est exactement pareil. Dans ce cas-là, l'ambulance ne sert strictement à rien. Et par conséquent, aujourd'hui, on doit avoir une vision globale. Tout d'abord, de point de vue technique, comment construire notamment dans des lieux à risque, parce que quand même la montagne, c'est un lieu à risque. De toute façon, on va y revenir par rapport aux différentes failles qui traversent le territoire marocain. Donc j'ai le plaisir également, comme d'habitude, d'avoir avec moi mon ami et collègue Amel Mamessi. Bonjour. Bonjour Rachid. Alors j'imagine que vous avez beaucoup de questions.
pour notre invité. Effectivement, j'ai beaucoup de questions. D'ailleurs, je remercie beaucoup Si Benouna de nous avoir accordé ce moment parce qu'il est très pris. Et d'ailleurs, il revient de la région de l'Haouz. Alors, ma première question, c'est par rapport à ce que vous avez vu. Est-ce que vous pensez que euh, le bilan, qui est quand même assez lourd de 3000 morts, est-ce que, compte tenu de la force de ce séisme, est-ce qu'il aurait pu être plus lourd encore ou nous avons eu, dans notre malheur, nous avons eu une chance? Bah, c'est une chance pour, disons, les habitations lointaines, mais c'est une malchance, bien sûr, pour ceux qui l'ont vécu. Mais quand même, de point de vue épicentre, pardon, on a eu quand même une chance terrible, c'est que l'épicentre n'était pas quand même dans une zone urbaine. Parce que si c'était dans une zone urbaine, on aurait pu avoir des dizaines de milliers de morts. Et d'ailleurs, je rappelle quand même en Turquie, il y avait plus quand même de 50 000 morts au niveau de ce séisme. Au niveau de la Syrie, on n'a pas de statistiques, mais certainement ça doit être pareil ou peut-être plus. Donc, tout d'abord, l'épicentre était dans des zones quand même rurales à densité urbaine assez réduite par rapport à des centres urbains tels que par exemple Marrakech, Agadir, Casablanca ou autres. Deuxièmement, j'espère que ce que je vais dire va être confirmé par la suite par des analyses notamment géologiques, géophysiques par la suite, c'est que le fait notamment que l'épicentre s'est produit dans une chaîne montagneuse, on le sait très bien que les sols durs, notamment la roche, diminuent de beaucoup, en fin de compte, l'énergie qui émane notamment des ondes sismiques. Et donc, par conséquent, moi, je pense que le fait notamment que l'épicentre était dans le Haut Atlas, ça a beaucoup atténué les ondes qui sont arrivées jusqu'à la ville de Marrakech. Il faut savoir que des ondes sismiques peuvent parfois traverser des centaines de kilomètres. C'est ce qui est arrivé, puisque c'est arrivé jusqu'à Casablanca. Et même... Mais moi, j'étais à Srerat, je l'ai senti, le séisme. Donc, ça veut dire quand même, c'est à pratiquement 320 km de Marrakech. Oui. Alors, plus les 80 km de l'épicentre, ça fait pratiquement 400 à 450 km. Donc, ça veut dire que vous avez quand même des centaines de kilomètres qui peuvent être traversés par les ondes, notamment sismiques. Et l'activité sismique qui perdure encore avec des intensités moindres, est-ce que c'est normal? Juste pour rassurer les gens? C'est tout à fait normal et j'aimerais rassurer tous les citoyens, les citoyennes marocaines. Les répliques sont des choses qui sont tout à fait normales. Au contraire, plus vous avez de répliques, plus vous avez une libération de l'énergie, notamment du séisme. Et donc, par conséquent, il est tout à fait normal d'avoir des répliques, parfois une semaine, 2 semaines, parfois même quelques mois, mais il faudrait savoir tout simplement que ces répliques sont tout à fait normales. Il y a un seul conseil, et c'est l'expérience en fin de compte des autres séismes qui nous renseignent sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on ne doit pas faire, c'est que les répliques peuvent aggraver la situation des constructions qui étaient affectées et très affectées par la première secousse. Ça veut dire s'il y a des constructions qui sont très affectées par la première secousse, il ne faut pas y habiter parce que juste une petite réplique peut en fin de compte les démolir et être à la base notamment de leur écroulement. Alors il y a un sujet qui fait beaucoup débat en ce moment, c'est la nature des constructions. Alors, la façon dont c'est construit dans les montagnes n'est pas la même que celle dans les villes. Et j'aimerais avoir votre avis en tant qu'expert. Est-ce qu'aujourd'hui, ces constructions, on va dire écologiques, en terre, etc., est-ce qu'elles ont sauvé des vies ou au contraire, elles ont aggravé les conséquences de ce séisme, sachant que s'il avait eu lieu peut-être dans une ville fortement urbanisée et construite en béton, en ciment, est-ce qu'il aurait eu des conséquences plus graves parce qu'on dit que ce qui était traditionnel n'est pas solide et qu'il ne pouvait pas résister à ce type d'événement. Alors, tout d'abord, en matière de construction dans le milieu rural en général, pas uniquement d'ailleurs en Haut-Atlas, je prends le cas de tous les villages au Maroc, il n'y a pas vraiment de règles il n'y a pas de règles suivies pour la construction. D'accord? Ça, c'est le premier constat. Il y a un deuxième constat qui a été fait à travers d'autres séismes en dehors du Maroc. Quel est l'intérêt du béton armé? Parfois, je ne dis pas tout le temps, c'est que lorsque vous avez par exemple un écroulement, parfois les dalles
elles peuvent se casser en deux, mais elles peuvent toujours laisser un espace de survie pour les gens. Par contre, pour le pisé, quand il s'effondre, ce sont des petits blocs et vous avez en fin de compte un amas De particules. de particules et ça étouffe tout d'abord sans même casser en fin de compte les os de la personne, mais c'est l'étouffement. D'accord. Et le problème, à mon sens, qui avait aggravé la situation de ces constructions, mis à part le fait qu'elles ne suivaient pas de règles techniques, et d'ailleurs je vais revenir là-dessus parce qu'il y a des éléments qui sont très importants qui peuvent notamment donner plus de résistance à la construction, des choses qui sont très simples, parce que maintenant il faut simplifier les choses, il ne faut pas être de grands scientifiques pour pouvoir donner de grandes théories aux gens, pour leur montrer qu'on est vraiment de grands savants. Le problème qui s'est posé, c'est qu'on a eu un thé très chaud. Or, la chaleur, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle déshydrate l'argile, parce qu'on utilise de l'argile. Or, le fait notamment que cette argile soit déshydratée, eh bien, ça fragilise notamment l'argile et ça produit des fissures, même en dehors d'ailleurs de l'argile, en dehors pardon, du séisme. Donc ça veut dire, je pense que c'est un facteur qui a, je ne dirais pas que c'est le seul facteur, aggravant, mais c'est un facteur notamment aggravant parce que justement, et d'ailleurs je vais donner un autre exemple. Aujourd'hui, pourquoi il y a des décrochements de rochers, notamment au niveau des montagnes, notamment sur les routes du sud? Parce que justement, on avait un été très chaud. Et qui dit été très chaud, c'est de la chaleur. Elle va effriter le ciment qui lie notamment la roche à son milieu où elle est située. Et ben, il y a justement des décrochements, notamment à travers notamment disons, durant ces périodes notamment de chaleur. Et qui peuvent d'ailleurs être aggravées a priori avec la tombée de la pluie. Oui, bien sûr, absolument. Alors là, vous parlez d'un phénomène qui est naturel. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'on a construit un petit peu sans les règles dans ces régions. Mais force est de constater que c'est un habitat qui date depuis peut-être des siècles, qui résiste aux intempéries, où les gens vivent depuis plusieurs dizaines d'années. Et s'il n'y avait pas eu ce séisme, on n'en avait jamais entendu parler. C'est-à-dire qu'ils traversent les hivers, ils traversent les étés et ils continuent à vivre normalement. Maintenant que tout est à terre, la question se pose, c'est de la reconstruction. Est-ce que l'on doit reconstruire à l'identique? Est-ce qu'on doit construire parasismique? C'est un débat qui aujourd'hui est extrêmement au centre des préoccupations, parce que ces gens-là, est-ce qu'on va les condamner à venir habiter dans les villes? Je ne pense pas. Donc, quelle est selon vous la voie à suivre pour à la fois respecter ces gens-là et en même temps les sécuriser? Surtout connaissant la contrainte budgétaire, parce que pour mettre à niveau tout selon les règles parasismiques, ça coûte beaucoup plus cher que de reconstruire à l'identique. Alors, tout d'abord, je vais dire une chose, c'est que la sécurité a un coût, mais elle n'a pas de prix. Oui. La vie, je pense, des Marocains est très importante. Il faut qu'il y ait une démocratie au Maroc. Tous les Marocains doivent être respectés, ils doivent être égaux face tout simplement au PIB du Maroc, notamment à ses richesses, etc. Alors ça, c'est la première remarque. Que le Marocain habite en Haut-Atlas ou bien à Casablanca, pour moi, il est le même. Ça, c'est la fibre sociale de Sib Nouna. Baraklovik, mais c'est la réalité. Nous devons, croyez-moi, j'ai la chair de poule quand je parle de cela, parce que j'ai vu des gens et j'ai les larmes aux yeux quand vous voyez des gens extraits notamment en dessous notamment des décombres. Croyez-moi, même si vous n'avez pas de cœur, comme on dit, eh bien, vous avez tout simplement un cœur qui est complètement blessé. Donc ça veut dire que maintenant, la question, comment on va reconstruire? Ben, tout d'abord, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne va pas amener ces gens-là en ville ou ailleurs. Ce sont des gens qui ont vécu pendant longtemps là-bas, leurs grands-parents, leurs grands-grands-parents, etc. Maintenant, la question que vous avez posée est très intéressante. Pourquoi plusieurs siècles, ces habitations ont été là, mais jamais au Maroc on a enregistré un séisme de magnitude 7. Croyez-moi, les gens n'arrivent pas à le voir, mais moi j'ai assisté notamment à des expériences avec des chambres notamment vibrantes. La magnitude 7, c'est la fin du monde.
c'est quelque chose d'énorme. Vous savez que lorsqu'on passe d'un degré sur l'échelle de Richter à un niveau supérieur, c'est pratiquement 30 fois, 40 fois l'énergie notamment libérée du niveau inférieur. Ce n'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose d'exponentiel. Exactement. Donc ça veut dire la magnitude, tout d'abord n'a jamais été enregistrée depuis qu'on a eu des sismographes au Maroc, peut-être avant, j'en sais rien, mais en tous les cas, peut-être pendant tremblement de Lisbonne. Oui, mais disons, l'épicentre était à Lisbonne. Il n'était pas quand même. Mais quand même, ça a détruit au Maroc. Je pense que c'était 9. 9, je crois. Comme au Japon, d'ailleurs. Et effectivement, d'ailleurs, la tour Hassan, d'ailleurs, on dit, il y a deux hypothèses. Peut-être que le haut du minaret était détruit suite notamment à ce séisme. Alors maintenant, comment reconstruire? Tout d'abord, moi, je pense qu'il faut garder les gens dans leur lieu. Tout d'abord, c'est quelque chose, c'est une civilisation. On n'a pas le droit de tuer une civilisation. Si moi je suis né dans une ville et je tiens à ma ville ou bien à mon village, j'ai le droit, et ça c'est toujours la démocratie, j'ai le droit de rester là où je suis né si je souhaite le faire. Si je veux immigrer dans une autre ville, c'est mon choix. Donc ce cas-là, la question aujourd'hui qui se pose, doit-on construire à l'identique? Je ne pense pas. Oui. Pour la simple raison, c'est que personne ne peut me dire demain, est-ce qu'on va avoir un autre séisme d'ici 1 an, 2 ans, d'ici 1 mois, de 7 ou même plus? J'en sais rien. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment d'analyse à ce niveau-là. D'ailleurs, tous les géophysiciens étaient complètement pris de court par rapport d'ailleurs à cette faille, notamment au niveau de l'Atlas, du Haut Atlas. Si vous pouvez expliquer, parce que beaucoup de gens croient que voilà, il y a les failles qui séparent les grandes plaques africaines, américaines, eurasiatiques, et puis là on parle de l'Haouz, qui n'est ni au niveau atlantique, ni au niveau méditerranéen. Y a-t-il d'autres types de failles? Alors, tout d'abord, j'explique tout d'abord ce que ça veut dire les failles. Oui. Il faut imaginer la Terre comme un œuf. Et l'écorce de l'œuf est cassée en 12 morceaux. Et les 12 morceaux se meuvent, en fin de compte, sur le liquide qui est à l'intérieur. C'est l'écorce terrestre. Donc, ça veut dire que l'écorce terrestre est constituée de 12 plaques principales, si je peux dire presque, parce qu'il y a des théories pour lesquelles on considère qu'il y a beaucoup plus de plaques que cela. Mais en tous les cas, globalement, on a 12 plaques. Le Maroc se trouve en Afrique. Et l'Afrique, avec une partie notamment des deux océans et la Méditerranée aussi, en fin de compte, renferme ce qu'on appelle la plaque africaine. Or, cette plaque africaine, elle est bordée au nord par la plaque eurasiatique. Donc, ça veut dire qu'on a une faille qui passe par la Méditerranée. Cette faille est très active. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a une grande concentration au niveau des séismes au nord du Maroc. Le deuxième danger, c'est que nous avons une faille qui passe par l'océan Atlantique, qui sépare la plaque africaine de la plaque américaine. Et d'ailleurs, j'attire l'attention des auditeurs et auditrices qu'on a eu déjà un séisme pas très loin, en 1969, dont l'épicentre était à l'océan Atlantique et qui a irrigué tout le Maroc. D'ailleurs, les gens de mon âge se rappellent de ce séisme parce qu'il s'est produit à une date précise, disons très, très particulière pour le Maroc, c'était l'Aïd el-Kibir, c'était la fête du mouton. Mais on a un troisième danger, c'est ce qu'on appelle les failles internes, c'est-à-dire dans la terre ferme. Jusqu'à présent, nous avons toujours considéré qu'on a une faille très active, qui est d'ailleurs la faille de Nkor, qui se trouve d'ailleurs à côté de la ville de Nador. Mais cela veut dire tout simplement qu'on a d'autres failles qu'on considérait non actives, mais peut-être un jour peuvent être justement actives. D'ailleurs, le séisme de Agadir, c'était une faille d'ailleurs qui était proche notamment de la ville de Agadir. Donc ça veut dire en d'autres termes, nous avons maintenant des failles aussi à l'intérieur du Maroc et qu'il faudra surveiller faudrait maintenant surveiller avec beaucoup d'attention pour pouvoir, je l'espère, au moins si on peut avertir notamment la population, même 5 minutes à l'avance. Parce que surveiller, c'est effectivement, est-ce qu'on est vraiment sûr de pouvoir prévenir un séisme? Je pense qu'aujourd'hui, la science ne le permet pas encore. Du moins, ça permettrait de mettre à niveau les villes, les villages qui se trouvent sur ces failles que l'on croit inactives. Déjà, de mettre à niveau architecturalement. C'est-à-dire, du point de vue, quand je dis surveiller, ça veut dire déjà, on va mettre en place des zones dans lesquelles
il y a interdiction de construire. Tout d'abord. Ça veut dire que là où ça s'est produit maintenant, avec cette faille que nous découvrons aujourd'hui, qui est active, est-ce qu'il faut interdire de construire? Mais justement, maintenant, ce sont les analyses, notamment géophysiques, qui vont nous montrer quelle est l'ampleur, en fin de compte, de cette faille-là, et de dire dans telle zone, Ce périmètre. et ce périmètre, par exemple, il est interdit tout simplement de construire. On ne peut pas mettre, comme on dit, sa gueule dans la Sa bouche tête du dans la gueule lion du chien, et ouais. dire... D'accord. Voilà. Mais si ce périmètre est suffisamment large et qu'il y a déjà des constructions, comment on fait? On ne peut pas raser, on ne peut pas... Eh ben, dans ce cas-là, il faudra faire quand même une étude. Moi, je n'ai pas de réponse. C'est des zones à risque. C'est une analyse notamment de risque et de voir, tout d'abord, du point de vue risque, est-ce que vraiment le risque est assez important? Deuxièmement, il y a la question financière, il y a la question humaine. Donc, c'est une vision qui est vraiment globale. Et puis, bon, il y a le tourisme, parce que ce sont des régions pratiquement qui ne vivent qu'avec, en fin de compte, la visite notamment de touristes, parce que, il faut le dire, ce sont des sites qui sont extraordinaires. Moi, en tant que Marocain, je sillonne le Maroc. Chaque fois que je suis devant ces villages-là, j'ai toujours les larmes aux yeux de joie. Tout à fait. Parce que c'est quelque C'est chose des cartes de postales. merveilleux. Ouais. C'est quelque chose, en fin de compte, qui nous ramène vers ce que je peux appeler l'humanité. C'est vrai. Et Voilà. à chaque fois que je passe par là avec ma fille, qui est jeune, qui est encore petite, je lui dis, regarde cette beauté, parce que c'est effectivement des paysages. Et aujourd'hui, on est vraiment très, 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 très meurtri de savoir que tout ça a disparu. Je reviens à ma question. Si on veut reconstruire en respectant ces gens-là, en les laissant dans leur milieu naturel, dans cette forme d'habitat qu'ils ont toujours préconisé, dans lequel ils vivent très bien tout le temps, est-ce qu'on peut reconstruire en sécurisant davantage, avec des méthodes nouvelles, mais tout en gardant cet habitat traditionnel? Est-ce qu'il y a une façon de faire entre les deux? On a déjà une expérience à Marrakech, d'ailleurs. À Marrakech, il y a plusieurs personnes qui ont acheté des riads, qui étaient dans des états vraiment lamentables, et qui ont pu faire un alliage, ou bien une alliance, entre le béton armé et le pisé. Et parfois, vous regardez la construction, et bien tout simplement, vous croyez que toute la construction est réalisée en pisé. Donc ça, c'est possible. Formidable. Bien sûr, c'est formidable. Maintenant, il faut savoir quand même qu'on a des aides au niveau, et on va revenir notamment sur la question notamment du fonds de solidarité, le FSEC, qui est là notamment pour cela. Mais aujourd'hui, l'État marocain a mis en place un fonds d'aide notamment à ces gens-là. Un fonds spécial. En dehors du FSEC. Si j'ai bien compris. C'est-à-dire par rapport à, disons, aujourd'hui, aux déclarations notamment du gouvernement, si j'ai bien compris, il y a un fonds aussi qui a été créé pour aider ces gens-là à se reloger. Là, pardon. Ce que je veux dire, c'est que là, probablement, c'est l'État qui va reconstruire. Donc, c'est à l'État de supporter la charge du surcoût pour mettre à niveau de manière parasismique. Mais imaginons un particulier qui a déjà une maison bâtie ou qui veut construire une maison. Lui, il ne peut pas compter sur les fonds de l'État, il doit construire lui-même. Quel est le coût, ou bien le surcoût, pour mettre à niveau, ou bien pour bâtir une maison parasismique? T'en parlais d'un surcoût de 20% par rapport au coût de production d'un immeuble, d'un appartement? De manière, le coût, à mon sens, et par rapport à un moment de cette expérience, ça ne doit pas dépasser les 25 à 30% maximum. D'accord. Donc, pour les promoteurs, ça représentera 25%. Bien sûr. 30%. Alors, le problème qui se pose, ce n'est pas uniquement le rajout de matériaux, c'est aussi la géométrie, en fin de compte. Tout d'abord, des structures porteuses, notamment des poteaux, des poutres, notamment des longrines, des fondations, etc. Donc, il y a tout d'abord la question de la conception. Donc, l'architecte? Non, c'est le bureau d'études. Le bureau d'études. Parce qu'on a un phénomène qui est mécanique, qui est très simple à comprendre. C'est ce qu'on appelle notamment la réaction des ondes. Je m'explique. Lorsque des ondes sismiques arrivent, on a en fin de compte deux vagues d'ondes. On a tout d'abord une première vague qui s'appelle l'onde P, primaire. Qu'est-ce qu'elle fait en fin de compte, cette onde? Elle prend le bâtiment et le fait basculer du bas vers le haut et du haut vers le bas. C'est un déplacement vertical. Si les séismes étaient gentils, ils seraient arrêtés à ce niveau-là. Malheureusement, il y a une deuxième justement vague d'ondes qui va arriver, qui s'appelle l'onde S, c'est l'onde secondaire,
et qui va faire basculer le bâtiment dans le sens horizontal. Horizontal. C'est ça qui nous fait peur énormément en tant qu'ingénieur. C'est-à-dire ce déplacement horizontal qui va provoquer un phénomène qu'on appelle le cisaillement. C'est pour ça d'ailleurs vous voyez parfois justement des fissures qui sont À 45 degrés. à 45 degrés. C'est les plus dangereuses. C'est justement les plus dangereuses et c'est justement ce cisaillement qui nous fait énormément peur. C'est là où je reviens sur la question de la géométrie. Quand vous regardez par exemple un bâtiment, pourquoi on met d'ailleurs la cage d'ascenseur et la cage d'escalier au milieu? Eh bien, la cage d'escalier et la cage d'ascenseur, c'est un système qu'on appelle le contreventement. Ça veut dire lorsque vous avez une structure, vous lui appliquez une force horizontale, elle va se déformer. Oui. Par contre, si je mets une croix, par exemple, Elle va résister. je vais bloquer le déplacement horizontal. Et ça peut casser. Et non, justement, au contraire, ça va résister. Au contraire. Moi, j'ai l'image du palmier et de l'arbre. Quand il y a une tempête, le palmier épouse la pression du vent, ce qui lui permet de survivre. Il y a une forme d'élasticité. L'arbre, il y a un tronc, il est dur, en général, ça casse. Parce qu'il n'absorbe pas l'onde. C'est l'image que j'ai, peut-être qu'elle est erronée. Non. Tout simplement, le contreventement, il est là justement pour contrecarrer le déplacement horizontal. Une chose qui est sûre, c'est que plus les matériaux sont déformables, plus ils résistent mieux. Je prends le cas, par exemple, de la charpente métallique. Elle résiste beaucoup mieux que le béton armé en matière de séisme. Et par conséquent, deuxièmement, le constat qu'on a fait d'ailleurs, même à Marrakech, beaucoup par exemple de bâtiments où vous avez des petits appartements, ils ont résisté mieux que d'autres où les appartements étaient plus grands. Pour la simple raison, c'est qu'on a plus de cloisonnement. Parce que la trame est beaucoup plus petite. D'ailleurs, le conseil qu'on donne notamment aux entreprises de construction, aux promoteurs, lorsqu'ils sont en train de construire, eh bien, il vaut mieux mettre les cloisons rapidement pour qu'il n'y ait pas notamment de dommages s'il y a un séisme qui arrive. Voilà. Alors, justement, par rapport aux constructions nouvelles, il y a une réglementation parasismique aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est depuis 2004 que c'est devenu, ou 2002 Depuis 2002 que c'est devenu obligatoire. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est construit depuis 2002 répond aux normes. Est-ce que vous confirmez? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tout simplement. Pour la simple raison, c'est que les municipalités marocaines ne sont pas dotées en personnel. Vous ne pouvez pas avoir toute une municipalité avec un seul architecte, un seul ingénieur, en fin de compte, qui va contrôler la totalité de la ville. C'est impossible. Il faut vraiment qu'il soit un pharaon pour le faire. Donc, ça veut dire que les moyens humains et les moyens matériels ne sont pas là pour le faire. Peut-être maintenant qu'il faudrait trouver un autre système où, par exemple, l'interlocuteur, notamment de la municipalité, serait par exemple le bureau d'études. Vous ne pourrez avoir, par exemple, un permis de construire que si le bureau d'études nous confirme effectivement qu'il a fait qu'il a appliqué le règlement parasismique. Et dans ce cas-là, on transfère la responsabilité en fin de compte sur le bureau d'études. Si jamais il ment, eh bien, si jamais demain il y a un problème, eh bien, on va le poursuivre. Donc, il faudrait mettre maintenant en place, non pas ces moyens de contrôle classiques, il faudrait réfléchir peut-être à d'autres moyens de contrôle, parce que je le dis encore une fois, la vie des Marocains n'a pas de prix. Il faut absolument, tout simplement, qu'on protège le citoyen marocain. Et j'ai toujours donné d'ailleurs un exemple d'ailleurs aux étudiants qui sont ingénieurs, architectes ou autres, puisque j'enseigne aussi, c'est que je leur dis, un médecin qui commet une faute, il va être peut-être à l'origine de la mort d'une personne. Mais vous, en tant que constructeur, lorsque vous allez commettre une faute, vous pourrez être à la base de la mort de dizaines, voire de centaines de personnes. D'ailleurs, il ne faut jamais qu'on oublie notamment ce qui s'est passé à Konetra en 2008. C'est un ouvrage qui était en cours de construction et on a eu 18 morts. C'est juste un bâtiment qui s'est écroulé. Et la chance qu'on avait, c'est que l'écroulement a eu lieu à 13h. Donc, il y avait des gens qui étaient à l'extérieur pour manger. Donc, ce que vous nous dites là, c'est qu'aujourd'hui, il y a un règlement, mais qui n'est pas respecté ou très peu respecté parce qu'en fait, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Voilà. Donc ça, c'est un élément très important. Mais ceux qui souhaitent aujourd'hui se mettre à niveau et respecter, surtout que vous savez, quand il y a une telle tragédie, tout le monde court à la sécurité. Est-ce que ma maison, est-ce que mon appartement, est-ce qu'ils sont sécurisés? Est-ce que c'est des choses qu'on peut rattraper? Très difficilement.
Je le dis encore une fois très difficilement. Parce que quand on parle de parasismique, c'est toute une conception au départ. À l'origine. À l'origine. Donc c'est une, comment dire, c'est une géométrie en fin de compte, tout d'abord des structures porteuses. Ce sont notamment des murs porteurs, ce n'est pas le système poteau-poutre qu'on faisait auparavant, d'accord, et par conséquent, ça serait vraiment très difficile. Et il faudrait aussi intervenir en infrastructure, c'est-à-dire au niveau des fondations, et ça coûte quand même les yeux de la tête. Pour les régions qui sont exposées au risque. Bon, maintenant, il y a la nouvelle région, c'est le House. Bon, Oui. on croyait qu'elle n'était pas active. Enfin, elle n'est pas la seule. Oui, oui, j'y arrive. Alors, il y a Agadir, on en a parlé, il y a le Nord, le Hoceima, etc. Alors, pour ces régions-là, une fois le périmètre délimité, l'ampleur de la faille, etc., peut-on penser à un mécanisme de subvention publique aux promoteurs dans ces périmètres-là pour intégrer toute la dimension parasismique? Oui, Une mesure absolument. incitative Oui, bien sûr. pour ne pas transférer le surcoût au consommateur final, parce que Non. l'acheteur d'appartement, c'est lui qui va payer les 25% en Absolument. plus. Là, on est dans une situation très particulière. On n'est pas dans le cadre notamment de commercialisation d'appartements à Casablanca. Non. C'est-à-dire ce sont des gens tout d'abord qui sont très pauvres en général, il faut le dire. On n'a pas honte de le dire, malheureusement. C'est comme ça. C'est des gens qui ont vraiment très peu de choses et d'ailleurs qui se satisfont de très peu de choses. Moi, quand je vois ces gens-là, croyez-moi, j'ai vraiment la chair de poule. Lorsque je regarde que moi, j'ai une voiture, j'ai une maison, etc., et des gens qui n'ont absolument rien, Et qui sont heureux. qui ont subi un séisme mais vraiment incroyable, qui ont tout perdu et qui ont toujours ce sourire, qui vous donne un thé, qui essaie par tous les moyens de vous inviter, c'est au-delà de l'humain. Donc, ce cas-là, c'est ce que je dis. Ce sont des Marocains qui doivent avoir la même chance que nous. On doit leur amener notamment la route, tout d'abord, pour les désenclaver. La santé, et deuxièmement, l'école. la santé, la scolarisation. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur une dame qui m'a dit une chose. Dans notre village, on n'a jamais eu une seule personne qui est arrivée jusqu'à l'université. Vous vous rendez compte? Ça veut dire pendant des générations, les gens n'ont jamais certainement passé le CM2, tout simplement, c'est-à-dire l'école primaire. Donc, je pense que c'est possible, effectivement, d'encourager les promoteurs. Ça serait une belle expérience au Maroc, qu'elle soit citoyenne et qu'il y ait aussi une subvention de l'État. Et c'est possible, puisqu'on l'a fait d'ailleurs pour l'économique. Moi, je pense que dans ce genre de région comme ça, enclavée, c'est à l'État de construire parce qu'il n'y a pas de gain en recherche. Mais on parlait Maintenant- plus globalement, c'est-à-dire même le Hoceima, Agadir, c'est-à-dire qui sont des zones Oui, potentiellement oui, oui. sismiques, l'État peut mettre en place un mécanisme. L'État peut mettre un mécanisme, et puis même pour les promoteurs privés qui souhaitent construire, Oui, l'argument parasismique peut être un argument marketing. tout à Aujourd'hui, fait. on vend un bâtiment avec cette Les normes. particularité qui respecte la réglementation parasismique. On ne le voit jamais. On voit d'autres choses qui sont mises en avant, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça va commencer parce que maintenant, ça parle aux gens. J'aimerais revenir sur un point maintenant qu'il y a eu cette tragédie avec ses conséquences sur les hommes et sur l'environnement. Il y a un fonds, vous en avez fait référence tout à l'heure, le FSEC, le fonds. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer et comment actionner, comment peut-être en profiter, parce qu'en fait, il a été conçu pour ça. D'accord. Alors, tout d'abord, nous avons deux systèmes de garantie. Deux systèmes de garantie qui correspondent, en fin de compte, à deux visions différentes. Depuis 2020, le Maroc a instauré, et il faut le dire, c'est à l'honneur du Maroc, il a instauré une obligation d'introduire la garantie, ce qu'on appelle EV4, et je vais expliquer ce que ça veut dire EV4, dans toutes les polices dommages, tout risque chantier, bris de machine, tout risque informatique, multirisque, etc. Et toutes les polices de responsabilité civile. D'ailleurs, si vous regardez votre attestation d'assurance automobile, eh bien, vous avez la garantie EV4 automatiquement. EV4. EV4, je vais expliquer ce que ça veut dire. EV4, ça veut dire quoi? Événement catastrophique. Événement catastrophique, ça veut dire quoi? Ça englobe deux phénomènes. Premier phénomène, les catastrophes naturelles, les événements naturels. Deuxième phénomène, c'est tout ce qui est, j'ai oublié le nom en français, Les l'irhab, sinistres, le terrorisme. Le terrorisme. Ça veut dire une bombe qui va éclater quelque part, que les dommages soient corporels ou bien matériels, et bien tout simplement, cette garantie va intervenir pour indemniser notamment ces personnes. Donc c'est une garantie
assurantielle. C'est-à-dire, ce sont les gens qui ont une assurance qui vont bénéficier de cette F4. Alors, quel est le problème de F4 pour l'assurance? Il faut que, pour que la garantie soit acquise, il faut que le gouvernement décrète catastrophe. il faut qu'il décrète la région comme sinistrée. Ouais. Maintenant, on a un complément assurantiel qui s'appelle catastrophe naturelle. Ça veut dire, si vous avez ce complément, on va vous indemniser même si la région n'est pas déclarée sinistrée par le gouvernement. C'est-à-dire, ça revient que c'est un complément, en fin de compte, de garantie qui est volontaire. C'est-à-dire, si vous avez, vous considérez que vous avez ce risque-là, eh bien, vous pourrez tout simplement compléter F4 qui est obligatoire par ce complément catastrophe naturelle. Maintenant, il y a l'autre système, c'est un système qu'on appelle système allocataire et non pas assurantiel. C'est une solidarité tout simplement de la population, de toute la population marocaine, envers des gens qui n'ont pas d'assurance. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai une habitation, par exemple, à Marrakech. Elle est ma résidence principale, il ne faut pas qu'elle soit secondaire. Elle a subi des fissurations à cause notamment du séisme. La zone a été déclarée sinistrée. Et bien, le fonds, ce FSEC, va intervenir pour m'aider à construire, avec un plafond, bien sûr. Le plafond aujourd'hui est de 250 000 dirhams. Et ce fonds intervient, il ne met aucun filtre, que vous soyez riche ou pauvre, c'est exactement la même chose. Du moment que votre résidence principale dans laquelle vous habitez a été touchée suite à un séisme et la région est déclarée tout simplement sinistrée, et bien dans ce cas-là, vous serez indemnisé dans le cadre de ce fonds de garantie. Est-ce qu'il y a moyen justement de déterminer si des fissures proviennent d'un séisme ou d'autre chose? Parce que j'imagine que si c'est ouvert comme ça, quelle que soit la personne qui a des fissures ou qui avait des fissures, va être tentée de faire appel à ce fonds. Non, le fonds de garantie a quand même des procédures. D'ailleurs, moi, j'ai fait partie d'une commission d'experts. Nous conseillons le gouvernement pour décréter tout d'abord la zone sinistrée et désigner justement une cellule d'experts. Et ces experts, bien sûr, ils vont sortir et ils vont justement déterminer est-ce que les pathologies constatées dans la demeure, est-ce qu'elles proviennent notamment du séisme ou pas? Je ne dis pas que les expertises vont déterminer la totalité. Il va y avoir peut-être des cas qui vont dépasser, si je peux dire, qui vont traverser le filet, les mailles du filet. Mais globalement, il va y avoir quand même une cellule d'experts qui vont expertiser, qui vont déterminer d'ailleurs l'indemnité, c'est-à-dire le montant de réparation, et qui est plafonné notamment à 250 000 dirhams. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un processus technique, scientifique qui va notamment assister le fonds de garantie. Avec une action sur le terrain, puisque les experts vont se déplacer. Mais ça, j'imagine que c'est valable pour des villes comme Marrakech, Agadir ou Tchaloudent. Pas pour la campagne. Pas pour la campagne, puisque la campagne, on n'est plus dans la fissuration, on est dans le... Non, d'ailleurs, on a discuté justement avec les collègues sur ce problème-là, c'est que la loi telle qu'elle est sortie, à mon sens, n'est pas applicable au niveau rural. Vous ne pouvez pas demander le certificat de propriété, etc. Tout d'abord, d'ailleurs, on le sait, au niveau rural, les maisons n'ont pas de titre foncier, en général, à 99%. Peut-être pour les champs de culture, quelques-uns, mais pas tous. Mais déjà, pour les constructions, il n'y a pas de titre foncier. Donc, on ne peut pas appliquer ce que demande la loi vis-à-vis notamment de ces habitants. D'ailleurs, aujourd'hui, le FSEC, notamment, et je suis sûr avec le ministère de l'Intérieur, ils vont faire des réunions, notamment avec le secrétaire général du gouvernement, pour ne pas être, en fin de compte, pour ne pas déroger à la loi. C'est-à-dire, la loi, elle est rigide. Elle est rigide. Mais par rapport à cette situation, on ne peut pas l'appliquer. On ne peut pas envoyer des experts, notamment dans des bâtisses qui sont complètement à terre aujourd'hui, notamment à la montagne. Alors, il y a un autre élément. Parce que là, on parle de la reconstruction des biens qui ont été détruits par le séisme. Mais il y a également un problème de typologie, c'est qu'on parle de douar, on dirait qu'ils ont tous la même taille. Alors qu'il y a quand même, par exemple, Tchahnaout,
qui est quand même petite ville. Donc, Oui, on n'est pas dans le exact. village avec 40 habitants, Ouais. mais on est dans des maisons de 2 étages, 3 étages même. Amzmez aussi, d'ailleurs. Voilà, je suis déjà Ouais. passé par là, donc quand Ouais. même, il y a du bâti. Asni, Tout à fait. Donc, si demain, c'est intégré dans une région à risque après l'évaluation de la taille et de l'ampleur de la faille, devrait-on interdire de construire au-delà d'un étage pour réduire le risque? C'est possible. Et pour ce qui est déjà existant, va-t-on détruire enfin, les étages Oui, supérieurs? mais le nombre d'étages n'a pas, pour moi, ce n'est pas le critère, en fin de compte, de solidité de l'ouvrage. Mais en D'ailleurs, cas de d'écroulement, c'est-à-dire qu'une maison à un étage qui s'écroule, ça fait 4 morts, 3 étages, ça fait 12. oui, mais Mais- du point de vue mécanique, nous, en tant qu'ingénieurs, on ne raisonne pas de cette manière-là. C'est-à-dire, lorsqu'on met une géométrie, on met des matériaux notamment qui soient valables, on met en place notamment des dimensions, notamment disons, un équarrissage ou les dimensions, en fin de compte, des structures porteuses, que ce soit 3 étages ou 10 étages. Au contraire, aujourd'hui, les grandes tours résistent beaucoup mieux d'ailleurs que les petits ouvrages. Au contraire. Parce que le problème des petits ouvrages, leur problème, c'est surtout qu'ils rentrent en résonance avec notamment l'onde sismique. Alors quand vous avez des ouvrages très lourds, eh bien, ils rentrent difficilement en résonance avec les ondes sismiques. Donc ça veut dire qu'on a plus, en fin de compte, de risques pour les petits ouvrages que pour les grands ouvrages. D'accord. Sibnoun, vous qui êtes un expert en gestion de risque et je dirais de renommée internationale, J'apprends toujours. vous apprenez toujours, Oui. exactement. Tout à votre honneur. Alors, est-ce que vous pensez que sur le plan assurantiel, il y a des choses qui pourraient un petit peu, pas éliminer le risque, mais disons, en cas de survenance d'un sinistre, l'atténuer? Quel conseil vous pourriez donner? Eh bien, tout d'abord, il faut vérifier votre police d'assurance, tout d'abord. Est-ce que vous êtes couvert ou pas? Alors, couvert ou pas contre ce tremblement de terre? Contre les événements naturels, tout D'accord. d'abord. Les événements naturels. Alors, comme je l'ai dit Alors, tout à les l'heure... événements naturels, vous pourriez les Alors, mentionner? les événements naturels qui sont déterminés notamment par la loi, vous avez les séismes, vous avez les inondations, vous avez le tsunami, Ouragan, tempête. tempête, voilà. Et les incendies de forêt? Non, ça ne rentre pas dans le cadre. Non. Même si on perd la maison, Non. c'est... Non, moi je vous dis, je Non, parle je de la sais, loi. je parle de... Je parle de la loi, bien sûr. Parce oui. qu'un incendie peut être criminel. Oui, mais s'il est Parce que naturel... d'ailleurs, je vais vous donner un exemple concret, c'est qu'il y a des pays où vous avez des phénomènes d'ailleurs de sol qui sont considérés comme phénomènes naturels. C'est ce qu'on appelle la subsidence. La subsidence, c'est de l'argile gonflante. On a beaucoup d'ailleurs d'argile gonflante au Maroc. C'est que lorsque vous avez de l'eau au niveau de l'argile, elle gonfle. Et quand elle est sèche, eh ben, il y a un phénomène de retrait. Ça crée des donc, fissures dans les entre murs. ce phénomène de gonflement et de retrait, surtout pour les petits ouvrages qui ne sont pas très ancrés en sol, c'est-à-dire avec des fondations superficielles, eh bien, vous avez des pathologies qui sont très, très importantes. Par exemple, le fonds de garantie notamment de la France, eh bien, ils intègrent la subsidence comme phénomène naturel. Tout à fait, parce que ça Mais crée des je pense que fissures ça et va des- venir. D'accord. Moi, je pense qu'il faut donner déjà, au niveau de l'Afrique, le Maroc, il faut le dire, aujourd'hui, il faut qu'il soit fier de ce qu'il a fait. Ça fait pratiquement 20 ans qu'on discute notamment de la constitution de son fonds de garantie. Aujourd'hui, le Maroc, d'après ce que j'ai lu, va recevoir 250 millions de dollars en matière de réassurance de fonds de garantie, parce qu'il y a quand même le séisme. Donc, c'est pas mal quand même. Moi, je pense que l'État a contribué à hauteur quand même d'une bonne somme au niveau notamment de ce fonds de garantie. Aujourd'hui, en tant que citoyens, nous participons à ce fonds à travers une petite portion de notre prime d'assurance. Moi, je pense qu'il faut être positif aussi. Voilà. Je voudrais juste revenir à la question que je vous ai posée parce que vous étiez en train de m'expliquer par rapport aux assurances, vous étiez en train d'énumérer les événements naturels Oui. comme les inondations et quel conseil vous pourriez donner justement à ceux qui nous écoutent pour améliorer, si vous voulez, sa police d'assurance, c'est-à-dire les choses qui peuvent, en cas de survenance de sinistre, être couvertes plus ou moins par l'assurance. C'est que justement, à mon avis, il ne faut pas s'arrêter à l'EV4, parce que l'EV4, comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'obligatoire et elle ne peut être appliquée que si la région est déclarée sinistrée. Parce que, supposons par exemple que j'ai un séisme qui se produit à Ouarzazate et les ondes arrivent jusqu'à Marrakech. Il y a 2 maisons qui se fissurent, tout simplement. Marrakech n'est pas déclarée comme zone sinistrée. Et vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, bénéficier de la garantie EV4. Mais par contre, si vous avez le complémentaire,
Là, vous êtes indépendant. Vous êtes indépendant, CatNat. Que la région soit déclarée sinistrée ou pas, vous serez indemnisé parce que l'origine du sinistre, c'est justement un séisme même qui vient de très loin. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est très important de le souligner. Et il faut regarder la franchise, parce que la franchise, c'est la part du risque qui reste à la charge, notamment de l'assuré. Je donne un exemple concret pour que les gens comprennent exactement ce que ça veut dire la franchise. Supposons par exemple que vous avez une franchise de 5 000 dirhams. L'indemnité a été déterminée par exemple à 30 000 dirhams. Puisque vous avez 5 000 dirhams, eh bien, l'assureur va vous indemniser sur la base de 25 000 dirhams. Et vous supportez les 5 000 dirhams. Ça veut dire les 5 000 dirhams, c'est une portion du risque pour lesquels vous restez vous-même votre propre assureur. Voilà ce que ça veut dire la franchise. Alors là, actuellement, on a beaucoup de gens qui sont inquiets, qui ont déjà des maisons, qui peut-être ont été fissurées ou pas impactées du tout. Et tout à l'heure, vous avez dit que quand on a une maison qui est déjà construite, c'est très compliqué de mettre à niveau. Parce que ça n'a pas été pensé dès le départ de telle manière, voilà, par rapport aux 2 ans, primaire et secondaire. Mais que peut-on dire quand même à ces Marocains? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la marge, qui pourrait au moins un peu réduire? Tout d'abord, s'il y a notamment des pathologies, il faut les réparer rapidement. Parce que, moi je dis, le bâtiment, c'est comme le corps humain. Si on ne répare pas, ça s'aggrave. C'est-à-dire des fissures, qu'est-ce que vous entendez par pathologie? Absolument. Quand je dis pathologie, ça peut être par exemple l'éclatement de béton, ça peut être des fissures, ça peut être une corrosion d'acier, ça peut être un tassement différentiel. Il y a plusieurs types de pathologies. Mais aujourd'hui, ce que j'ai constaté par rapport à mon expérience et ce qu'on a regardé depuis pratiquement samedi jusqu'à hier, heureusement que la ville de Marrakech, globalement, n'a pas été touchée au niveau des structures porteuses. C'est-à-dire tous les sinistres que nous avons pu expertiser jusqu'à présent, ça ne concerne généralement que les cloisons. Or, les cloisons, ce sont des murs qui sont divisoires, qu'on peut à la limite même démolir et reconstruire. Et donc, ça ne porte pas atteinte, en fin de compte, à la stabilité, à la solidité de l'ouvrage. Nous, ce qui nous fait énormément peur, c'est lorsque, par exemple, des structures porteuses sont touchées, telles que des poteaux, par exemple, des poutres ou bien des dalles. On a constaté 2 ou 3 ouvrages qui ont connu notamment ce problème-là, un problème surtout de cisaillement et parfois de plasticité, notamment au niveau du nœud, par exemple, du poteau avec notamment la poutre. Mais ce sont des cas quand même assez isolés et qu'on peut réparer, bien sûr. D'accord, donc si un Marocain veut soigner sa maison, pour reprendre la métaphore, il doit faire un diagnostic? Il faut faire un diagnostic. Il y a des bureaux d'études qui le font. Des experts. C'est pas le bureau d'études. Je suis désolé de le dire. Parce que quand on est expert, ça veut dire qu'on est passé par un certain nombre de stades. Il y a une différence entre un ingénieur qui a l'habitude de faire des calculs et un ingénieur qui a de l'expérience, qui a vu des accidents et qui peut analyser justement la pathologie. Donc, il y a une différence entre les deux. Où est-ce qu'on trouve cet expert? Il y en a beaucoup au Maroc, il y en a. Donc, on tape sur Google expert en diagnostic de bâtiment mais il y a quand même... On en a même un devant nous. Non, il y a la notoriété, bien sûr, de la personne, comment elle travaille. Aujourd'hui, il y a pas mal d'informations qu'on peut avoir sur le cursus d'une personne. Peut-être qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était très difficile. Mais aujourd'hui, il faut le dire, quelqu'un, un ingénieur qui poste, je ne sais pas, des plats de couscous, etc., c'est pas un ingénieur. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui écrit, qui analyse, notamment qui donne des avis sur un certain nombre de problèmes géotechniques, de construction, eh bien, vous le sentez. Vous sentez déjà qu'il est à jour en termes de savoir-faire, de connaissances. Bien sûr. Sibnouna, j'ai une question, peut-être la dernière, à moins qu'Arachid veuille poser notre question. C'est une question un peu ouverte. Vous êtes originaire de Marrakech. Oui. Cela dit, vous êtes un homme qui avait beaucoup voyagé, vous avez vu beaucoup de choses dans votre vie professionnelle, des sinistres, vous avez expertisé beaucoup de choses. Des moments de joie également et de... Bien sûr. C'est un homme très sympa, si jamais. Merci beaucoup. De ce drame-là, de l'Haouz, vous étiez présent, vous êtes parti. Quelles leçons vous allez en retenir sur le plan humain, sur le plan technique? Est-ce que vous avez appris des choses? Croyez-moi, vous m'avez posé la question et j'ai la chair de poule parce que moi aussi. J'ai contacté les gens et j'ai senti quelque chose que je ne savais pas au Maroc. C'est-à-dire même en tant que Marocain, avec l'âge de 67 ans, j'ai rencontré beaucoup de gens, des ministres, des ouvriers, des paysans, des secrétaires, des avocats, etc.
Le Marocain, il a une chose extraordinaire. Croyez-moi, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, il y a une question de solidarité que j'ai sentie. Ça m'a rendu mais vraiment joyeux en disant, on est encore humain. Et parce que quand vous avez un désastre, il faut rester humain. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, à vous, à moi, à tout le monde. Tout le monde peut se retrouver le lendemain sans absolument rien. Et c'est là où j'ai vu notamment, il y a des choses que j'ai vues sur Internet que je n'ai pas vécues. J'ai vu une dame, par exemple, qui n'avait absolument rien, qui voulait absolument donner une bague en or. Ça m'a fait pleurer. Je me dis, ça c'est mon Maroc. C'est le Maroc que je connais, justement, ce Maroc de solidarité. Notamment, moi, j'ai vécu à la Médina de Marrakech. La texture, en fin de compte, des villes a beaucoup changé. Dans la Médina, il n'y avait pas de différence entre le riche et le pauvre. On habitait dans le même derbe. On avait les gens moyens, les gens pauvres, les gens riches. Il n'y avait aucune animosité entre les gens. Il y avait une solidarité incroyable. Et surtout, on allait à la même école. On mettait la même blouse bleue et on ne voyait pas ce que vous avez comme habit. Et je me rappelle, moi j'habite à Qat Bnaïd, ça fait partie en fin de compte des quartiers qui étaient culturels dans la ville de Marrakech, parce qu'on avait d'ailleurs le Madrasa et Jam' Ben Youssef. Il y avait des garçons et des filles qui venaient d'un quartier très loin qui est Sidi Youssef Ben Ali. Et Marrakech, dans les années 66-67, c'est pas Marrakech d'aujourd'hui. Eh bien, chacun de nous prenait 2 ou 3, notamment élèves, pour manger à midi, au lieu qu'il aille faire un voyage, notamment vers l'autre quartier. Et croyez-moi, on ne se sentait ni riche ni pauvre. C'est-à-dire, on jouait ensemble, on mangeait ensemble, on faisait des conneries, tout le monde faisait les mêmes conneries. Et par conséquent, c'est ce qui nous a donné, en fin de compte, cette culture aujourd'hui, de voir la personne avec, je peux dire une phrase marocaine, Bain Rahma. Voilà. C'est ma conclusion. Merci infiniment pour ces belles paroles et ce témoignage. Et si on devait lancer quand même un autre appel qui nous concerne tous, c'est de faire en sorte que ces gens-là, les survivants en tout cas, ne sombrent pas dans l'oubli et dans l'anonymat dans quelques semaines ou dans quelques mois, et que l'on ne se dise pas à l'avenir que c'était un effet de mode et que tout le monde voulait juste faire comme tout le monde, une forme de désir mimétique. Et de ne pas oublier également qu'il y a d'autres régions extrêmement pauvres au Maroc, d'autres régions vulnérables, et que tout le Maroc doit devenir Haouz en quelque sorte, ce qui permettrait... Nous sommes tous Haouz. Voilà. Tout à fait. Voilà. Un beau slogan pour réunir les Marocains. Mohamed Jam' Ben Nouna, merci infiniment pour tous ces éclairages. Tout ce que vous avez dit est de nature à, premièrement, rassurer les Marocaines et Marocains, mais également à les inciter à prendre au sérieux ces dimensions-là. Autant les promoteurs que les architectes, que les bureaux d'études, que les politiciens, que c'est une question fondamentalement reliée à la question de la dignité humaine. Amin Mannessi, merci infiniment, comme d'habitude, de m'avoir épaulé et d'avoir dirigé le navire. Donc, je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et je vous dis prenez soin de vous et à très prochainement.